Bonjour les amis, j'espère que vous portez toutes et tous très bien. On est de retour, la trêve interminable est terminée. Ouais, je sais, ça se contredit, mais vous voyez ce que je veux dire. Très content en tout cas de vous retrouver. Voilà, moi j'étais fatigué, la vérité. La trêve, je pense, ça fatigue tout le monde. Surtout cette dernière trêve de mars là. Oh là 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 là. Heureusement que c'est derrière nous. On a eu un blessé, malheureusement, après cette trêve-là. Le Barça n'a pas été le seul, hein. Il y a pas mal d'équipes qui ont été touchées par rapport à cette trêve. On en parlera dans cette vidéo. On parlera de pas mal de sujets, notamment le fait que le Barça se focalise sur un ailier gauche, Abdé par exemple. Le fait que le Barça parle de vendre potentiellement Ferran Torres ou Lewandowski. On en parlera aussi. Le rouge de Bastoni, quel impact, quel backlash par rapport à ça. On parlera également du fait que le Barça se déplacera dans ce stade de Metropolitano. Ça va être le premier match, une série de 3 matchs contre eux. Là, juste avant la Ligue des Champions face à ce même Atlético Madrid. On rappelle aussi que eux aussi ils ont des absents, donc on en parlera dans cette vidéo. Installez-vous. Avant d'aller plus loin, cette vidéo est sponsorisée par mon partenaire RepFoot, site de vente de maillots en ligne. Ils m'ont fait parvenir ce maillot extérieur du Barça, avec lequel d'ailleurs le Barça devrait jouer ce samedi face à l'Atlético Madrid. La Coupe du Monde aussi arrive très rapidement, que ce soit les maillots ou les survêtements de vos pays préférés se retrouvent sur RepFoot. Voilà, tous les détails seront en description. Si vous achetez 3 articles, ils vous offrent un maillot supplémentaire de votre choix gratuitement. Si vous achetez 5 articles, ils vous offrent 2 maillots supplémentaires de vos choix gratuitement. Encore une fois, profitez pour la Coupe du Monde. Vous pouvez faire de bonnes affaires. Les prix sont très abordables. Pour avoir les maillots gratuits, la procédure se trouve actuellement à l'écran ou alors dans la description. Et si vous utilisez le code de réduction MASSIAN dans la barre de réduction, vous aurez droit à 18% de rabais sur la totalité de vos achats. Tous les détails, encore une fois les amis, en description, profitez-en. Retour donc au Barça qui va se déplacer ce samedi au Riader Metropolitano, quelques heures après que le Real Madrid ait joué contre Mallorca là-bas, en déplacement aussi. Donc ouais, ça peut être un tournant pour la Liga. Je dis pas que ça va sceller la Liga, mais ça peut être un gros tournant pour la Liga. Parce que le fait que le Real ait gagné contre ce même Atlético Madrid juste avant la trêve, bah ouais, ça met une pression sur le Barça. Il reste qu'à 4 points, entre guillemets. 4 points, c'est beaucoup et peu en même temps. Le Barça devra deal avec. Alors, avant de rentrer dans les détails de ce déplacement au Metropolitano, il y a quand même de l'actualité du côté du Barça. Déjà, moi, le fait que le Barça se focalise de plus en plus sur un ailier gauche, en plus du 9 qui sera naturellement une priorité, je pense que le Barça ira sur un 9 plus un défenseur central, il n'y a pas de doute par rapport à ça. Mais le fait que le Barça aille en plus sur un ailier gauche, moi, je me pose la question de savoir en vrai si, au fond, il ne compte pas, en fait. Ou alors, il n'envisage pas l'option selon laquelle Lewandowski vienne les voir en fin de saison pour leur dire merci pour tout, mais je m'en vais. Je pars en Arabie Saoudite, je pars en Angleterre, je pars en Italie ou ailleurs. C'est pas impossible parce que là, le Barça, dans leur tête, je pense que dans leur prévision, l'idée, c'est de vendre Ferran Torres parce qu'il doit avoir une bonne valeur marchande, parce que tu n'en tireras rien, encore une fois, de Lewandowski, pour garder Lewandowski en sortie de banc comme une sorte de Larsson dernière saison au Barça pour la saison prochaine. Mais si jamais Lewandowski décide de partir, parce que ça c'est une possibilité qui reste ouverte, là le Barça il prévoit avec Lewandowski sur le banc. Mais si Lewandowski lui dit que ça y est, là il va plus à la Coupe du Monde, donc là il a envie de donner une dernière saison au plus haut niveau avec le Barça, sur cette fin de saison en tout cas, et qu'après ça il a envie de décompresser, là faudra se pencher effectivement sur un autre joueur en attaque. Donc c'est pour ça que je me pose la question en vrai, est-ce que et Lewandowski et Ferran Torres ne seraient pas sur la sortie en fin de saison? Parce que lorsque je vois le nom des ailiers, que ce soit Abdé, que ce soit Virgili, que ce soit même Munoz, je me dis que c'est pas uniquement dû à Rashford. Parce que Rashford, c'est vrai que là, ça parle de pourquoi pas essayer de le garder si jamais United est prêt à accepter une négociation. Mais je pense que là, pour le coup, Rashford, il n'y a rien encore qui a été décidé. Les prochaines semaines vont décider, je pense, son futur au Barça. Mais si le Barça est autant actif dès maintenant, ça m'étonnerait que ce soit juste pour pallier un potentiel départ, par exemple, de Rashford. Donc, je pense qu'il y aura aussi du mouvement en attaque, mais on va surveiller pour voir ce qui va se passer. Mais c'est très suspect, en fait, de voir le Barça très actif sur non seulement un 9, un défenseur central, mais aussi un ailier gauche. Donc, peut-être qu'on aura un gros mercato, un grand ménage, parce qu'il y aura des joueurs qui vont partir aussi. On en parlera dans une vidéo spéciale dédiée au mercato. Là, on en est un peu loin. Là, on va plus se focaliser sur le présent. Ce que je veux dire, c'est que moi, l'option Abdé, par exemple, elle me plairait bien.
parce que Abdé, c'est un joueur qui a beaucoup progressé depuis qu'il a quitté au Barça. Alors, ce n'est pas non plus l'ailier ultime qui est capable de toujours prendre les meilleures décisions dans le dernier tiers du terrain. On connaît ses qualités, on connaît ses défauts. Il a un peu gommé ses défauts, mais pas tous. Mais il a encore beaucoup de qualités. Il a beaucoup, amélioré ses qualités. Parce que oui, même s'il a encore beaucoup de problèmes dans la prise de décision sur le dernier tiers, Abdé, c'est devenu un joueur encore plus déstabilisateur devant, encore plus rapide, encore plus dangereux. Donc oui, ça serait en tout cas un profil idéal, mais on en est encore loin. On va attendre un peu plus pour pouvoir se pencher plus en détail sur le cas Abdé. Maintenant, parlons du cas Bastoni, parce que depuis le rouge de Bastoni, on a vu tellement de réactions, que ce soit déjà en Italie. Alors moi, déjà, je vais vous dire quelque chose. Il y a tellement d'abus autour de Bastoni. Tellement. Depuis le rouge, avant même le rouge. Parce que, vous savez, moi, par rapport au rouge, il a été stupide, il a été con, il n'y a rien à dire. Il a fait une erreur grossière qui a même pénalisé son équipe, il n'y a rien à dire par rapport à ça. Maintenant, par rapport aux Italiens, de tout remettre, l'élimination de l'Italie depuis je ne sais pas combien d'années, le fait qu'il ne soit pas parti cette année en Coupe du Monde sur Bastoni, de tout remettre sur Bastoni, je trouve que c'est trop facile. Parce que malgré le rouge de Bastoni, ils ont tenu quand même le match jusqu'au tir au but. Donc c'est pas Bastoni qui a mis le tir au but sur la barre transversale ou qui a amené le ballon sur Pluton. D'accord ? Oui, il est fautif, oui, il a sa part de responsabilité, mais tout remettre sur lui, comme si déjà sur l'action même du rouge de Bastoni, c'est pas Donnarumma qui envoie un cadeau directement sur les joueurs bosniens. Donc voilà, faut quand même, oui, parler de Bastoni parce qu'il a été fautif sur l'action du but, mais c'est pas non plus lui seul qui tire l'Italie vers le bas, qui les élimine de la Coupe du Monde, pardon. Donc doucement quand même avec la réécriture, le fait de trouver un bouc émissaire, de pouvoir déverser toute sa haine sur un seul joueur. Moi, je l'ai dit, il est fautif, oui, faut en parler du fait qu'il soit fautif, mais faut pas tout remettre sur lui. En parlant de Bastoni, justement, je vois beaucoup de personnes venir maintenant, même les supporters du Barça, à dire « Oui, est-ce qu'au final, on devrait aller sur un Araujo 2.0 ?» Moi, je pense qu'il y a une grande différence déjà entre Bastoni et Araujo. Pourquoi ? Parce que Bastoni, il va avoir 27 piges et c'est son premier carton rouge direct de sa carrière. Vous vous rendez compte ? C'est son premier carton rouge de sa carrière. On parle là d'une valeur sûre à son poste depuis de nombreuses années. Alors, je ne dis pas encore une fois par là que son action n'est pas stupide, elle l'est. Que son action n'est pas préjudiciable pour son équipe, elle l'est. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas un coutumier du fait, c'est pas un mec qui enchaîne bourde sur bourde depuis des années, et c'est pas non plus un mec qui, je pense, a un ego tellement surdimensionné qu'il refuse de se remettre en question. Parce que y a beaucoup de gens qui oublient une chose. Il y a depuis 2 mois que Bastoni se fait lyncher partout en Italie. Moi, je me suis renseigné sur la raison. Je me disais, allez, il a dû mordre quelqu'un comme Suarez à l'époque, il a dû faire un truc vraiment sale. Je me renseigne, je vois pourquoi est-ce qu'il se fait siffler partout en Italie, pourquoi il est détesté partout en Italie. Pour une simulation. Mais en fait, si Vinicius ou si certains joueurs du Real jouaient en Italie, qu'est-ce qui se serait passé avec eux, en fait ? Je me pose la question. Parce que si eux, ils se mettent à détester, vraiment détester, siffler un joueur pour une simulation, alors beaucoup de gens te disent non, c'est pas que pour la simulation, c'est pour le fait qu'il ait célébré le rouge de Kaloulou parce qu'il a simulé derrière, ça fait sale. Mais je sais pas, moi. Est-ce que ces gens-là, ils ont vu Busquets jouer ? Est-ce que ces gens-là, ils ont vu Luis Suarez jouer ? Il y a des joueurs qui ont été 50 fois plus sales que cette action-là dans leur carrière et ils n'ont pas reçu ce traitement-là. Alors, je sais pas si c'est parce que, de base, il n'est pas apprécié en Italie, en règle générale, mais qu'on lui fasse un procès d'intention, limite qu'on veuille sa tête depuis ce moment-là, et qu'on le siffle partout pour cette action-là, je trouve ça très disproportionné. Que les fans de la Juventus aient le démon envers lui, je le comprends parfaitement. Je peux même justifier le fait que eux ils le sifflent à chaque fois qu'ils se déplacent là-bas, parce que c'est contre eux il fait cette simulation-là et qu'il célèbre comme ça. C'est sale ce qu'il fait. C'est un vicieux, Bastoni. C'est un défenseur vicieux, c'est un joueur vicieux. Ce n'est pas le premier, ça ne sera pas le dernier joueur. Mais que toute l'Italie, comme ça, se mette à le siffler et crée même une atmosphère nauséabonde autour de lui. Parce que ça aussi, il faut en parler. On parle de Araujo, on parle de Bastoni. Moi, je vous avais dit quoi ? Lorsque Araujo se faisait insulter sur les réseaux, harceler sur les réseaux, moi, je vous ai dit que sur la performance, je ne fais plus confiance au bonhomme. Mais je ne vous recommanderais jamais d'aller insulter les joueurs sur leurs réseaux sociaux, d'aller harceler les joueurs sur les réseaux sociaux, de voir ces joueurs-là recevoir des menaces de mort, même pour leur famille. Mais les gens, ils sont totalement malades, déconnectés de la vie. C'est du foot, hein. C'est du foot. Je comprends que ça a un impact sur nous. Mais aller jusqu'à faire des menaces de mort, menacer ces joueurs-là,
qu'est-ce que ça va vous apporter en fait? Qu'est-ce que ça va apporter à ces personnes-là? À part, justement, harceler psychologiquement des êtres humains comme vous. Parce que Araujo, on peut dire tout ce qu'on veut, il a subi du harcèlement. Il a subi énormément de harcèlement. Et s'il en est arrivé aujourd'hui à être perçu un peu comme un joueur qu'on doit protéger mentalement et tout, il est même allé en dépression, il allait consulter, ben c'est parce qu'il y a eu de l'harcèlement autour de lui. Et ça, c'est très grave. C'est très grave. Moi, je ne suis pas pour le fait de garder Araujo. Je pense qu'un changement d'environnement serait une meilleure chose pour lui parce que je continue à croire qu'il a des qualités athlétiques intéressantes, qu'il est capable de marquer sur des corners, qu'il est capable de défendre, qu'il est capable... En fait, lorsqu'il est dans un environnement sain, et ça c'est valable pour tous les joueurs de foot, ben ils vont donner le meilleur d'eux-mêmes. Tu ne deviens pas professionnel par hasard. Hein. Ça, je vous le dis, il n'y a aucun joueur professionnel qui est là par hasard, qui est nul, comme beaucoup de gens veulent le faire croire. Les Ferran Torres, tous les joueurs là, il n'y a aucun joueur qui n'a aucune qualité. C'est une question d'environnement, de contexte. Est-ce qu'il est dans la bonne équipe pour lui qui correspond à ses qualités? Il y a tout ça qui entre en compte. Donc Araujo, pendant un bon moment, il a été considéré ici comme l'un des meilleurs défenseurs du monde. C'est factuel. Il a mis Vinicius dans sa poche ici plein de fois. Donc c'est pas parce qu'il a été totalement con au bout d'un moment qu'il est sorti de son contexte, qu'il est sorti psychologiquement de ses matchs. Parce que oui, il y a aussi la pression populaire. Lui, il a un ego. Il a jamais voulu se remettre en question, accepter la critique. Non, il a continué, il s'est enfoncé dans ça. Et c'est ça qui l'a mené à cette situation aujourd'hui. Moi, je regarde aujourd'hui Bastoni. Les fans de l'Italie, les Italiens, depuis ce moment-là face à Kalulu, ils n'ont pas arrêté de le harceler. Au point même où Bastoni s'est excusé publiquement. Vous vous rendez compte? Malgré ça, ils n'ont pas arrêté. Et lorsque tu continues, tu harcèles un joueur, il joue en équipe nationale avec une pression à chaque fois, il se fait siffler, les détester en équipe nationale, vous pensez que ça mène pas parfois à des situations où le mec, il joue même pas à 100%, il joue avec moins de confiance, il joue avec la peur justement de faire des erreurs, alors que normalement, un défenseur central, il doit jouer avec la confiance. Lorsque tu as la confiance, lorsque tu as confiance en toi, ben, tu ne fais pas certaines erreurs. Mais lorsque tu as peur, justement, que les gens te critiquent ou que les gens te rattrapent parce que tu as fait encore une erreur, c'est là parfois que tu en fais davantage. Donc, déjà, mentalement, je pense que Bastoni, il n'était pas dans les meilleures conditions depuis des mois pour jouer en équipe nationale. Il n'était pas dans les meilleures conditions pour jouer même en Italie. Et je pense que c'est la raison pour laquelle un changement d'environnement, et pour lui, et pour Araujo aussi, hein, pour les deux, ça serait une bonne chose pour eux. Donc, ne vous attendez pas, en fait, à aller harceler des joueurs et vous attendre derrière à ce qu'ils performent parce que vous les avez harcelés. Vous voyez un peu la logique? Donc, moi, même les Ferran Torres, tout ça, là, oui, on critique leurs performances parce qu'ils sont pas bons. C'est légitime de le faire, mais quand ça s'arrête au niveau des critiques, pas au point d'aller sur leurs réseaux sociaux, de leur envoyer des DM pour les insulter, pour menacer. Ça, là, c'est totalement stupide et ça sera jamais une bonne chose. Ça sera jamais une bonne idée. Je sais pas qui pense comme ça, mais vous êtes totalement contre de faire ça. Maintenant, revenons au déplacement du Barça au Metropolitano. C'est un peu dommage, la vérité, parce que cette trêve-là, malgré la blessure de Rafinha, je trouve qu'elle a été plutôt clémente. En dehors, je veux dire, de l'absence de Rafinha, elle a été plutôt clémente pour le Barça, parce que tout le monde est quasiment de retour, à part Christensen, Rafinha et Frenkie de Jong. Parce que là, tu récupères Koundé, tu récupères Baldé, tu commences à avoir de la profondeur de nouveau dans ton effectif, mais tu perds un élément majeur. Et ça, c'est un peu problématique. Néanmoins, pour moi, ce n'est pas censé être une excuse si jamais le Barça ne réussit pas à battre l'Atlético Madrid, ou en tout cas à prendre les points nécessaires et puis se qualifier. Pourquoi? Parce que tu regardes de l'autre côté, l'Atlético Madrid a encore plus d'absents que le Barça. Déjà, par rapport au match en Liga, c'est un match qui sera beaucoup plus important pour le Barça que pour l'Atlético Madrid. Ça ne veut pas dire que pour l'Atlético Madrid, ce sera un match qui ne sera pas important parce que eux aussi, ils ont besoin, en fait, entre guillemets, de se préparer, de se mettre en confiance avant le match en Ligue des Champions. En Liga, ils n'ont plus rien à jouer. Je pense que pour eux, ils savent, la messe est dite pour la Liga, pas de problème. Mais, c'est pas pour autant qu'ils vont venir les mains dans les poches. Parce qu'ils savent que si jamais le Barça gagne contre eux ce samedi, le Barça va engranger le maximum de confiance avant de les recevoir de nouveau au Camp Nou durant la semaine. Donc, ils ont intérêt, en fait, à ce que le Barça ne prenne pas trop de confiance. Donc, même si ils avaient l'intention de faire tourner, ben, ils vont quand même jouer à 100% avec l'équipe qui vont faire tourner. Après, le truc avec l'Atlético Madrid, c'est que même s'ils font tourner, on l'a dit dans la vidéo avec Loguito, même s'ils font tourner, ils vont quand même réussir à aligner des joueurs de qualité parce qu'ils ont réussi à se bâtir un effectif de qualité. C'est l'Atlético Madrid aujourd'hui, c'est comme ça. Je pense qu'il y a des joueurs importants, essentiels, dont ils vont devoir se passer, même s'ils auraient voulu faire tourner, ils vont quand même devoir se passer d'eux. Je parle là de qui? Je parle de Marcos Llorente, suspendu. Je parle de Barrios, blessé. Je parle de Sorloth, qui est très incertain, qui est même, je pense, absent pour le match en Liga, qui sera de retour pour la Ligue des Champions.
Ils ont une liste de blessés quand même assez grande, hein, parce que même si Oblak est blessé, tu as quand même leur deuxième gardien, là, c'est Rousseau, je crois, qui est quand même énorme dans leur cage. Tu as même Marc Poubil qui s'est rajouté à la liste des blessés, en tout cas des joueurs qui sont incertains. Il y a une longue liste de joueurs qui sont absents de leur côté. Tu as Cardoso, qui est le titulaire aussi, qui s'est blessé, qui sera même absent, qui est douteux pour la Ligue des Champions. Voilà, donc la liste, elle est quand même assez longue. Malgré tout, je pense qu'ils seront en mesure d'aligner une équipe assez compétitive, parce que tu as quand même du Lookman, tu as du Alvarez, tu as du Giuliano en attaque. Je pense que ce sera l'attaque titulaire aussi en Ligue des Champions. Le truc, c'est qu'ils n'auront pas le luxe, entre guillemets, de faire tourner, de mettre par exemple un Sorloth en Liga. Ça pourrait avantager le Barça, même si Rafinha n'est pas là. Je pense que le Barça a quand même une force de frappe assez intéressante pour marquer des buts. Le fait que Pedri soit là, moi je pense que Pedri est un game changer. Quand Pedri il n'est pas là contre l'Atlético Madrid, c'est toujours compliqué. Quand il est là, c'est une autre histoire. Maintenant, Rafinha, évidemment, forcément que lorsque Rafinha n'est pas là, c'est préjudiciable. C'est un gros coup dur pour le Barça, parce que Rafinha, on le sait, face à l'Atlético Madrid, surtout en règle générale, il fait de très bons matchs. Mais voilà, je pense que ça ne sera pas encore une fois une excuse si jamais le Barça ne revient pas avec les 3 points, malgré l'état de la pelouse. Ça aussi, il faut le dire. Tu as été là-bas, en copain. Tu as vu l'état de la pelouse, donc tu es prévenu. Il n'y a pas de « oui, on ne savait pas, les crampons », vous êtes prévenus. Vous avez joué là-bas il n'y a pas si longtemps. Même les joueurs de l'Atlético Madrid s'en plaignent. Donc vous, maintenant aussi, vous êtes prévenus. Le Metropolitano n'est pas une forteresse imprenable. Le Barça gagnait tout le temps là-bas durant ces dernières années. Même le dernier déplacement du Barça de Flick là-bas, ça a été une victoire. Les 2 derniers, je crois, ça a été des victoires en Copa et en Liga la saison dernière. Je me rappelle aussi d'un Fermin qui met un golazo de la tête là-bas sous Xavi. Voilà, ce stade-là n'est pas en règle générale un stade très difficile pour le Barça. C'est pas parce qu'il y a eu 4-0 la dernière fois qu'il faut le voir comme un enfer. L'Atlético Madrid est une équipe joueuse en plus dans son stade. Donc si jamais tu ne réussis pas à mettre le pied sur le ballon, à poser ton jeu et à faire ton jeu comme tu dois le faire, ben ça sera pour moi un échec plus de la part du Barça que du mérite de l'Atlético Madrid. Même s'il faut quand même saluer l'Atlético Madrid, c'est une équipe joueuse. Beaucoup de gens pensent que l'Atlético Madrid, ça reste une équipe qui pose le bus, qui part en contre-attaque. Ça, c'est un cliché qui n'existe plus. L'Atlético Madrid est une équipe qui sait jouer au ballon, qui sait ressortir les ballons de derrière. Si jamais ils battent le Barça, ça ne sera pas, je pense, sur ce match-là, en posant le bus et en partant en contre. Je pense qu'ils en sont toujours capables, mais ils sont beaucoup plus à l'aise aujourd'hui de jouer. C'est l'Atlético, c'est comme ça. Mais beaucoup de gens pensent qu'ils sont toujours l'Atlético d'avant. Bref, je pense que le Barça devra donc aligner une équipe assez compétitive et on va justement profiter pour faire le 11. Alors, on s'était séparé avec ce 11-là face au Rayo Vallecano pour le dernier match de Liga avant la trêve. Et justement, en parlant de Rafinha, beaucoup de gens tombent sur lui. Oui, c'est pas économisé. Moi, je pense, les gars, que Rafinha, vu qu'on parle là de surcharge musculaire et que voilà, c'est au bout d'un moment, c'est ligamentaire, je pense qu'il aurait continué avec le Barça, ça se passerait pareil. Rafinha, depuis le début de saison, il n'arrête pas d'enchaîner les blessures. Donc, je pense que c'est beaucoup trop facile, en fait, de lui tomber dessus. C'est un joueur qui ne s'économise pas, qui joue comme ça. Moi, je vais jamais en vouloir à un joueur de tout donner, en fait. Alors oui, beaucoup de gens disent, oui, il doit s'économiser pour un match amical. Regardez le contexte du Brésil. Bref, on a déjà parlé avec Loguito. On s'est pas mal penché dessus. Donc, non, moi, je vais pas en vouloir à Rafinha. Est-ce qu'il doit essayer de gérer ses efforts? Je sais pas. Pedri l'a même dit, eux, en tant que professionnels, à chaque fois que tu essaies de gérer tes efforts, c'est là que tu te blesses justement, parce que eux, ils jouent à chaque fois à 100% en fait. Surtout pour leur nation. Eux, le Brésil, il n'y a pas de s'économiser. Regardez la célébration des joueurs brésiliens à chaque fois qu'ils marquent un but. Tu as l'impression qu'ils ont marqué en finale de Coupe du Monde. Ils ont beaucoup à se faire pardonner. Donc voilà, il n'y a pas de place pour s'économiser en sélection. Donc je n'en veux pas à Rafinha. Je pense que oui, on aurait nous-mêmes dû mieux le gérer, parce que depuis qu'il était de retour de blessure, il a pas mal enchaîné avec le Barça. S'il en est arrivé à une surcharge musculaire, c'est parce qu'il a aussi enchaîné avec le Barça, faut le dire. Flick ne l'a pas sorti, il me semble. Même contre Newcastle, quand le score était acquis. Ça aussi, il faut en parler. Bref, Rafinha sera donc absent. Il sera sur la touche pendant de longues semaines. Et je pense que naturellement, son remplaçant idéal sera Rashford. Rashford a beaucoup à jouer sur ces 5 prochaines semaines. Il a son avenir, en fait, au Barça à jouer, tout simplement, sur ces 5 prochaines semaines. Est-ce qu'il va réussir à montrer ce pourquoi il a été signé? On verra. Mais moi, je regarde le Rashford en sélection, là, qui est capable de prendre sur son côté, de faire des accélérations, d'éliminer, et de rentrer, de frapper. Il doit se rendre compte, en fait, qu'il est Rashford aussi au Barça. Certes, il y a de grands joueurs dans cette équipe-là, mais tu es Marcus Rashford. Je me rappelle de son match, il me semble que c'était contre Mallorca à domicile, lorsque Rafinha n'était pas là, je crois. Rashford avait débuté titulaire.
Le mec, il t'enchaîne. C'est grâce à lui que le Barça gagne ce match-là. De la gauche, il y avait Lamine Yamal pourtant à droite ce jour-là. Il était plutôt bien géré par Moïga sur son côté. Mais Rashford, il était énorme. Il dédoublait, il accélérait, il rentrait, il frappait sur son pied droit. Et c'est ce qui avait amené l'ouverture du score et même le deuxième but. Donc, il est capable de ça. Donc là, de toute façon, il n'a pas le choix. Il n'a pas le choix que de se montrer. Parce que si jamais le Barça est là aussi à se pencher sur un ailier gauche pour potentiellement le remplacer, c'est parce qu'il n'a pas encore donné totalement satisfaction. Donc, il a beaucoup à jouer sur cette fin de saison. Et ça commence dès ce samedi face à l'Atlético Madrid. Si jamais Rashford n'est pas au niveau et qu'il montre des suffisances, qu'il n'est pas bon défensivement, parce qu'il faut pas oublier qu'il y a Cancelo aussi là, qui est là derrière lui. Donc défensivement, ça risque d'être compliqué. C'est la raison pour laquelle je vois aussi un 11 où Rashford n'est pas là, où Fermin occupe ce demi-espace gauche, parce que de toute façon, il est à l'aise dans ce demi-espace gauche, ce qui donnera toujours la liberté à Cancelo. On sait que Fermin, en plus, fera les efforts derrière pour revenir, ce qui donnerait, en fait, la présence de Olmo au poste de numéro 10 comme ça. Ça aussi, c'est une option, parce qu'on l'a vu, on le sait, Fermin, que ce soit Fermin ou Gavi. Gavi aussi, il faudra voir comment il revient. Beaucoup s'endorment sur Gavi, mais je pense qu'il peut apporter pas mal sur cette fin de saison, mais on en est encore loin. Pour l'instant, il est en train de retrouver du rythme, et on le voit, sur les vidéos d'entraînement, il ne s'économise pas. Une fois qu'il pourra être à 100%, je vous assure les amis qu'on verra un impact de Gavi sur cette fin de saison. Mais c'est une option. Si jamais Rashford ne donne pas satisfaction, c'est une option. Un Fermin dans le demi-espace gauche, même qui s'interchange avec Olmo. Ils s'interchangent les deux, ils varient beaucoup. Et puis ouais, Fermin, on le sait, il est à l'aise aussi dans ces intervalles-là. Mais pour l'instant, pour ne pas non plus aussi tuer la confiance de Rashford en se disant que même son joueur qui est titulaire, il est pas là, on ne te fait pas jouer. Ça peut être compliqué à gérer. Donc, en termes de confiance, tout ça, je pense que Rashford va débuter. Pour le reste, la balle sera dans son camp. Comme je vous l'ai dit, il y a un Barça avec et sans Pedri. À chaque fois contre l'Atlético Madrid, il te sort des masterclass avec ou sans Rafinha. Donc, je compte sur lui, je compte sur Lamine. Je compte également sur Fermin. On n'en parle pas beaucoup, mais Fermin, il fait 2 très bons matchs en sélection. Il a l'air de prendre son envol. Ce qui lui manque depuis toujours, c'est de la régularité, de la constance, surtout dans les gros matchs. Fermin, en fait, je pense qu'il a peut-être conscience du fait qu'il y a une place à aller chercher non seulement en Coupe du Monde, mais aussi au Barça. Parce que durant sa dernière semaine, là, il a repris sa place de titulaire devant Olmo. Ça, c'est parce que ses performances sont au niveau. Même contre Newcastle, il a été bon. Donc, à voir s'il va continuer sur cette lancée-là. Parce que s'il continue à être inconstant, sortir des stinkers quand ça vaut le plus, Olmo va vite revenir et prendre sa place. Parce que ça aussi, il faut en parler. Il y a des options. Là, avec ce match-là, à partir de ce match-là, en espérant qu'il n'y ait pas plus de blessures, il y a des options sur le banc. Si jamais ça ne se passe pas comme prévu, tu as Olmo qui peut rentrer. Déjà, moi, je pense que Eric va débuter à la place de Araujo. Araujo, c'était bien beau. Merci pour le but contre le Rayo, mais je pense que Eric, là, il est revenu à 100%. Normalement, il devrait pouvoir tenir son rang, même si beaucoup de gens pensent qu'en revenant de blessure, il pourra pas débuter. Là, il revient techniquement pas de blessure, c'était juste par précaution. Donc, je pense qu'il sera prêt. Il a eu 2 semaines de repos. Donc, ouais, Eric ici. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en termes de profondeur, tu as de nouveau des joueurs, des options en sortie de banc. Tu as Olmo qui peut remplacer ici Fermin. Tu as Baldé qui est revenu, qui va revenir en tout cas, qui sera là. Possible remplaçant de Cancelo. Tu as Koundé aussi qui est revenu, qui pourra potentiellement remplacer Eric. Gavi aussi en sortie de banc qui pourra toujours apporter quelque chose. Fermin, on le sait, c'est le remplaçant direct de Lewandowski, même si voilà, il y a Ferran qui joue, je sais pas comment il joue. Bref, j'ai même pas envie de me pencher trop sur lui. On a vu son match encore une fois contre l'Égypte, c'était clownesque dans la continuité de ce dernier match avec le Barça. J'ai pas confiance en lui, honnêtement. Même si, voilà, on sait jamais, il suffit pas. C'est comme ça. Les joueurs, ils fonctionnent aussi à la confiance. On sait jamais. Est-ce que lui aussi pourra se réveiller sur cette dernière ligne droite? On verra. Mais je pense que Lewandowski va pouvoir débuter. Et puis, tu as enfin, Rooney aussi, comme option. Ce que je veux dire, tu regardes là, l'équipe, tu vois qu'il y a de plus en plus d'options en sortie de banc. Parce que durant les dernières semaines, tu n'avais pas déjà Gavi, qui n'était pas là, qui n'était pas dispo, Baldé, qui était blessé. Tu avais Koundé aussi, qui était blessé. Et aussi, Frenkie qui n'est toujours pas là. Donc ton milieu, il était quand même composé de joueurs assez, on va dire, évidents en termes de choix. Mais là, il ne te reste plus que Frenkie de Jong pour pouvoir aligner, je veux dire, un 11 et même un 12, un 13, un 14, plus que compétitif. Donc moi, c'est voilà le 11 que je vois débuter face à l'Atlético Madrid. Et il y a des ajustements à faire si jamais ça ne se passe pas comme prévu, comme je l'ai dit encore une fois. Et donc voilà. Dites-moi vous, qu'est-ce que vous en avez pensé dans les commentaires, les amis. On se retrouve pour le débrief juste après le match. À très vite.